Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de Connexio, du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une autre émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast où on discute de construction de logiciels avec la technologie.net. Mon nom est Mario Cardinal. On est le 22 février, donc en plein milieu de l'hiver québécois, qui théoriquement devrait être frisquet ou en tout cas froid, mais aujourd'hui, il fait pas froid. Alors, c'est un hiver de fou, là, cette année. Je m'en venais tout à l'heure en voiture, puis il disait aux nouvelles, il fait moins 0. La personne s'est repris en disant, il fait exactement 0 degré. Donc, on a une belle journée, vraiment une belle journée d'hiver aujourd'hui. Puis, on est dans les bureaux de Connexio, centre-ville de Montréal. J'ai avec moi Éric Côté, Guy Barrette. Bonsoir, Mario. Bonsoir, Mario. Ça va bien? Oui. Guy, je pense, toi, tu viens de finir un mandat intéressant. Ouais, c'est un mandat pas mal intéressant. En fait, comme je les aime, j'ai fait une intervention assez courte, mais c'était pour valider là des estimés, donc un projet important. Et donc, j'ai validé des estimés avec l'équipe qui travaille sur le projet. Puis aussi, j'ai fait du mentoring vraiment intéressant. Là. L'équipe là-bas là, avait soif là, de savoir. Là, puis ils voulaient vraiment là apprendre là, les techniques là, que je leur proposais. Donc, j'ai validé là, l'architecture, tout ça. Là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai jasé avec quelques personnes, puis ils pensaient pas là qu'on pouvait faire des interventions juste de quelques jours, d'une semaine. Là, ils pensent que on doit engager un architecte pour une période de 3-6 mois là. Pour ceux qui nous écoutent là, qui ont besoin de mentoring, de coaching, de validation là. Éric, toi, c'est principalement ce que tu fais, des mandats très courts, parce que tu veux toujours te laisser libre, faire de la formation. Exactement. Alors, je m'amuse beaucoup à donner des interventions qu'on appelle pompiers, c'est-à-dire quand il y a un feu, je m'en vais les éteindre. Troubleshooting. Exactement. Récemment, j'ai été justement faire une intervention là où dans une équipe où est-ce que il y avait mis une architecture en place, mais malheureusement, elle pouvait pas tenir la route. Et là, il devait juste avoir quelqu'un pour valider qu'en effet, ça allait pas tenir la route, parce que quelque part, il va falloir que quelqu'un paye pour les pots cassés et qu'il investisse de l'argent pour réparer ce qui avait été mal conçu dès le départ. Hier, je communiquais avec IM, en disant IM avec Guy, puis je lui disais que j'étais vraiment depressed hier. C'est pas une de mes journées les plus... il y a des journées plus heureuses parce que j'avais un projet que je devais faire avec Visual Studio Team System, donc j'envisageais ça positivement. Puis ça va être le fun. Il tenait à cœur à part ça. Ben, il y avait de l'encryption, des services web. En tout cas, c'était un middleware que je devais développer, puis... Le projet a été canné, en tout cas ils ont décidé de le ramener à l'interne puis pas de l'outsourcer. Les joies du travailleur autonome. Ouais, ben puis surtout j'avais mis de côté beaucoup d'autres opportunités en me disant je vais me réserver ça pour pouvoir travailler avec Visual Studio Team System parce qu'il y a pas beaucoup d'opportunités de contrôle. Les gens, en tout cas, Team System il est encore en bêta, la partie serveur, donc c'est sûr qu'il y a moins d'opportunités de contrôle. Donc j'étais heureux de pouvoir faire ça, mais ça n'a pas marché. Puis en plus, en fin de journée, on a eu les réponses hier pour les soumissions qu'on avait faites pour être conférencier au TechEd. Puis moi, j'ai pas été accepté. Moi non plus. En fait, tout le monde qu'on connaît a été refusé. Là. Mais là, il y a eu comme 6000 propositions, puis il devait en prendre une centaine, donc faut pas rêver en couleur non plus. Mais en tout cas, c'était pas, tu sais, il y a des journées où tu reçois des bonnes nouvelles, puis hier, c'était pas des bonnes nouvelles. Mais tout ça pour dire, s'il y a des gens qui ont besoin d'un architecte, je suis disponible parce que je m'en reviens de bord, puis là, je fais savoir à tout mon réseau d'amis que je cherche des opportunités de contrat. Notre invité aujourd'hui, c'est Benjamin Bérubé. La formule, absolument, Benjamin, c'est qu'on fait la biographie, puis ensuite on traite du sujet. Aujourd'hui, on va parler de RSS. Avant de faire ça, on va quand même tout placer, indiquer à nos auditeurs ce qui se passe pour le tirage qu'on fait à toutes les émissions. Donc, le tirage, là, c'est une gagnante. Ben oui, on a une gagnante de la dernière émission. Donc, on a des femmes qui écoutent notre émission. C'est pas juste un monde masculin, le Visual Studio Talk Show, donc on est vraiment heureux. Donc, la gagnante de la revue levelextreme.net, oui, c'est Chantal Sauvageau. Donc, félicitations Chantal. Bravo. On va communiquer avec toi pour te remettre ton prix. Puis, donc, on rappelle qu'à toutes les émissions, on fait tirer justement un abonnement d'un an. Un abonnement d'un an à la revue levelextreme.net. Puis, donc, vous allez sur la page titre, vous vous inscrivez.
Puis ça nous envoie un courrier électronique. Puis nous, à partir des courriers électroniques, d'une façon avec on vous rentre dans le chapeau. C'est ça. Puis on a même créé un petit logiciel qui choisit aléatoirement le gagnant. Est-ce que l'algorithme est vraiment solide, Mario? En tout cas, il utilise les fonctionnalités du .NET Framework 2.0 pour... OK, on va dire que c'est correct. Ce qu'on rappelle aussi, c'est que de tous les gens qui nous envoient des soumissions pour gagner un abonnement, au mois d'avril, on va faire tirer une entrée gratuite pour la conférence DevTeach. Ouais, une inscription à DevTeach qui a lieu au mois de mai, au début mai, dans la semaine du 8 mai. Donc, c'est une valeur d'à peu près 1000 $ canadiens. Là. On rappelle toujours que c'est l'inscription, mais c'est pas les billets d'avion ni l'hôtel. Si non, c'est seulement l'inscription. Donc, si vous êtes de l'extérieur de Montréal, les frais d'hôtel, déplacement, tout ça sont à vos frais. Mais quand tu gagnes l'inscription gratuite après ça, c'est peut-être un incitatif à... Ben là, allez voir ton boss. Hey, l'entrée gratuite, là, il reste juste à payer les frais de voyagement. D'ailleurs, parlant de DevTeach, vous allez sur le site web, ils ont maintenant annoncé tous les conférenciers, toutes les conférences. devteach.com. Ce soir, on reçoit Benjamin Bérubé. Oui, bonsoir, Benjamin. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Benjamin, on a été mis en contact avec toi parce que tu t'intéresses beaucoup à RSS. Tu as même un projet qui touche la technologie RSS. Puis, justement, la personne qui s'occupe de DevTeach, tu l'avais rencontré, puis nous a envoyé un courrier électronique en disant « Hey, voici quelqu'un que vous devriez inviter à Visual Studio Talk Show ». Je t'ai contacté, puis effectivement, on a trouvé qu'on pourrait faire une émission intéressante sur RSS. Dans ta vie de tous les jours, tu t'intéresses à RSS, mais ton travail principal, c'est pas de développer, par exemple, sur la technologie RSS, parce que tu es consultant chez IB2. Oui, c'est ça. Consultant plus au niveau de ce qui est réseautique, donc toutes les installations serveurs, les postes clients. Notre mandat chez IB2, c'est beaucoup plus la restructuration de réseau. Donc, s'assurer que le client qui a des problèmes informatiques, on est capable de le redresser son parc informatique de façon simple, puis ensuite qu'il soit en mesure soit de gérer son parc informatique lui-même, ou sinon on peut faire aussi un certain suivi là, chez le client. Puis ce qui permet de sauver beaucoup de coûts, là, avoir une personne en place pour le client. Donc, ça a beaucoup d'avantages. Puis là, ça pourrait donner l'impression à nos auditeurs que t'es vraiment quelqu'un plus de IT ou d'infrastructure, ce qui est pas le cas. T'es vraiment un développeur dans cette organisation-là, où tu touches aux deux mondes, t'as un pied dans chacun des mondes. Moi, en fait, je suis pas tellement développeur au niveau de mes mandats de consultation. Je suis beaucoup plus au niveau de l'IT, donc tout ce qui est la logistique. Donc, je fais pas beaucoup de programmation. C'est pas mon mandat principal. Donc, d'où ce qui explique la logique pourquoi tu es aussi fondateur d'une compagnie de logiciels qui s'appelle D2Soft. D2Soft, Technologie. Donc, qui s'appelle D2Soft. Puis, dans cette firme-là, c'est du logiciel principalement que vous faites. Oui, en fait, c'est ça. C'est une petite compagnie que j'ai partie là environ 2 ans. Puis c'est beaucoup de la programmation .NET, orientée .NET que je fais. Puis c'est bien sûr, c'est beaucoup de la programmation basée autour des RSS. Donc, que ça soit fournir des RSS ou avoir un lecteur de RSS. Donc, présentement, j'ai 2 produits là, qu'on pourra parler un petit peu plus tard. Toi, tu t'intéresses à RSS, là, c'est pas d'hier, là. Ça fait déjà un bout de temps là, que t'es les 2 mains dans RSS. Ouais, en fait, j'ai commencé à programmer avec .NET depuis le début. Puis déjà dans les premiers débuts là, j'ai joué un petit peu en partie avec les premières versions des RSS là 0.91, on se rappellera. Ouais. Puis mais par la suite, depuis que les RSS sont beaucoup plus populaires, là, j'ai des produits qui sont plus axés, sont plus ouverts pour l'ensemble des webmasters. Ton langage de programmation, es-tu plus VBNet, C#? Moi, j'ai commencé au départ avec VBNet. Avec la version 1 de .NET, puis ensuite j'ai changé pour C#. Donc puis depuis ce temps-là, j'ai pas regretté mon choix là, c'est vraiment le langage que je préfère de beaucoup. Puis j'ai fait beaucoup d'autres langages aussi auparavant. Entre autres Perl, parce qu'il faut pas oublier qu'au départ là, il y avait pas beaucoup d'autres langages pour programmer les sites web là, c'était vraiment le CGI comme on le connaissait en 95. Puis j'ai fait beaucoup de Perl orienté objet. Puis ensuite j'ai décidé de changer quand .NET est arrivé sur le marché. Aujourd'hui, on va parler de RSS essentiellement. Puis
La meilleure façon d'en parler, c'est de faire notre pont musical puis de commencer l'entrevue pour le vrai. Besoin de parfaire vos connaissances des technologies Microsoft? Connexio vous offre la gamme des programmes de formation de Microsoft. Connexio, le carrefour du savoir au www.connexio.com. Assistez aux rencontres bimensuelles du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et aussi afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.guvsm.net. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies .NET de Microsoft. N'hésitez pas à contacter un de nos consultants experts en visitant le www.net-expertise.com. Retrouvez les liens exacts sur le site de visualstudiotalkshow.com. Benjamin, RSS. Bon, la question de base, qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire quoi, RSS? Qu'est-ce que ça veut dire? De façon simple, parce que malgré que le nom est simple, hein, vous le savez, le Really Simple Syndication, le dernier terme en fait, parce que ça a eu 3 significations, ces lettres-là, là, depuis le début. C'est quand même un concept qui, pour quelqu'un qui a jamais eu la chance de jouer avec un RSS, c'est vraiment de quoi qui est pas simple d'explication au départ. Faut vraiment toujours se baser sur un exemple. La meilleure façon donc de comprendre qu'est-ce qu'un RSS, c'est quelle est son utilisation qu'on peut en faire. Ben, revenons sur t'as dit Really Simple Syndication. Oui. En français, on pourrait traduire ça par syndication Vraiment simple. ou réellement simple. Donc, le terme syndication, c'est peut-être le premier mot à clarifier parce que pour beaucoup du monde qui sont pas dans le domaine peut-être de la publication ou en tout cas des journaux, syndication, ça leur dit peut-être pas grand-chose. Donc, si on essaierait juste de clarifier ça, qu'est-ce qu'on veut dire par syndication? Ouais, en fait, les syndications, c'est le concept d'abonnement, si on veut. Le meilleur exemple, c'est par exemple, vous êtes abonné à un journal, puis vous recevez votre copie de journal tous les jours. Le RSS, c'est un peu le même concept. Vous avez un site, puis vous aimez lire les nouvelles sur le site, mais vous voulez pas aller les chercher vous-même, vous voulez qu'ils soient livrés à vous un petit peu d'une façon automatisée. Bon, ben les RSS sont là pour vous aider. C'est-à-dire que c'est un lien entre l'éditeur de contenu et le lecteur. Puis ce qui est fabuleux, c'est on parle de quelque chose qui est asynchrone. Comme le courrier électronique, c'est-à-dire que t'es pas là devant l'ordinateur à attendre la réponse, un peu comme quand je vais sur un site web, puis là je clique, puis je demande la page. Le RSS, c'est vraiment, on va te transférer l'information, mais en mode asynchrone. Absolument, c'est vraiment de laisser les choses aller par elles-mêmes, puis on va voir sur notre ordinateur les dernières nouvelles reçues qui ont été lues par un fichier RSS, donc le format RSS. Puis ensuite, on peut aller lire tout ce qui est arrivé dans les dernières 24 heures, par exemple. À l'origine, c'est parti de quoi? Quel était le besoin? Au départ, en fait, ça a été David Winner qui a inventé le format en 1997, qui était un développeur chez Userland. Puis lui, au départ, c'était vraiment une façon de distribuer l'information entre différents sites. Netscape a un petit peu repris le concept en 99 là, pour permettre à ces différents portails d'information de se transmettre les nouvelles sans avoir à manuellement éditer le site. Mais c'est ça qui est intéressant. En 97, là, il y avait Dave Winner puis quelques autres illuminés qui utilisaient ça, mais il y avait pas, c'était vraiment très embryonnaire. Quelques personnes qui utilisaient le concept, puis le Dave Winner en question, c'est pas n'importe qui dans l'histoire de l'informatique, hein, parce qu'il faut pas oublier que Userland, la compagnie qui est sa compagnie, je pense à l'époque, c'est eux qui sont derrière le protocole SOAP, qui est utilisé dans les services web. Parce qu'à l'époque, ce même Dave Winner était très proche de Donbox. Monsieur Soap, qui était Monsieur Com du côté Microsoft. Puis Monsieur Indigo. Ben, c'est Donbox quand il a vu ça, lui s'est dit, il y a quelque chose à faire là. Puis là, ils ont travaillé, puis là, ils ont mis de l'avant. Essentiellement, ils se préoccupaient pas juste de comment on peut transférer des contenus d'un système A à un système B, mais toute la problématique des systèmes distribués. Puis SOAP, puis tout ça, c'est comment je transfère l'information d'un point A à un point B. Donc, il y a la partie plomberie. Donc, c'est ce qui a amené SOAP, les services web. Il y a la partie aussi contenu. C'est là où est-ce que lui avait mis en place RSS. Puis comme tu disais en 99, un premier gros boom sur RSS, c'est Netscape qui décide d'utiliser ce standard-là. Maintenant, c'est un standard, mais à l'époque, ce format-là pour dire, voici comment je vais syndiquer l'information. Je te suis là-dessus? Ouais, absolument, c'est ça.
C'est en plein ça, puis il faut pas oublier aussi un détail assez amusant, c'est que les 3 lettres, l'acronyme RSS, dans le fond, ça a jamais eu la même signification dépendamment des versions. On se rappellera qu'au départ, quand Dave Winner a décidé d'appeler ça RSS, c'était pour RDF Site Summary. Donc c'était un acronyme qui comprenait un autre acronyme RDF, on se rappelle que c'est un Resource Description Framework. Donc c'était donc un langage au départ basé sur le RDF. Le format RSS 0.90 était basé sur le RDF. Donc on se rappelle beaucoup de sites, par exemple, on peut nommer Slashdot, utilise encore ce format-là. Ben, il faut aussi la petite histoire des années 95, je sais pas si il y a eu toute l'époque du fameux push, des points de casse, là, tu sais, ce qui poussait l'information, puis les channels, ça a fait un flop, cette affaire-là, peut-être parce que c'était trop avant-gardiste, mais il y a eu tout un temps où est-ce que les gens pensaient que pousser l'information, plutôt que d'aller la chercher avec ton navigateur, que ça serait une approche. Donc, il y avait eu différentes compagnies qui avaient fait ça. Puis, ce qui est ressorti de ça, c'est le fameux RDF. Puis lui, il a juste reparti ça en disant, je pourrais peut-être restructurer, mais il y en a simple, parce que ce qui a fait l'échec de ça, c'est qu'il avait fait des formats compliqués. Puis lui, il est arrivé avec un format bien simple, basé sur XML, parce que c'est ça qu'on va expliquer, hein, c'est que c'est des fichiers XML qu'on transfère. Fichier texte XML, exactement. C'est en plein ça. Puis, je crois qu'avec la version 0.91, en fait, qui a été développée par des gens chez Netscape, là, qui ont été un petit peu améliorés, si on veut, pour simplifier encore plus le format que David Winner avait fait. Je pense qu'on était allé chercher une première clientèle de webmaster, entre autres avec, on se rappelle, des Nuke PHP, des sites basés là-dessus. Tous les sites qui étaient basés avaient un back-end, un fichier back-end qui contenait leur source de nouvelles. Donc, à partir de là, le format était déjà beaucoup plus simple à utiliser, puis pouvait aller chercher une nouvelle clientèle. Toi, c'est dans cette époque-là, les années 2000, 2001, ta première familiarisation avec RSS s'est passée sur ce format-là, le .91. Hein? C'est ça. Ben, dans ce temps-là, quand même, c'était assez relativement récent le concept d'aller chercher des informations via un format de fichier. Moi, les premières versions que j'ai faites de mon logiciel qui s'appelle News Interceptor, la version 1, je pourrais dire 1% des sites avaient des nouvelles vraiment en format RSS. Ce que je faisais ce qu'on appelle du scrapping de page web. De page web, donc carrément du web scraping. Scraping, exactement. Puis j'allais chercher les nouvelles vraiment avec un parsing manuel, donc je définissais mes règles. Puis donc tu faisais quelque chose d'important. Donc, toi, déjà, au début des années 2000, tu voulais pas, de façon dynamique, quand tu es en ligne, aller chercher l'information des sites web. Tu voulais aller les chercher la nuit, par exemple. Donc, avoir un petit robot la nuit qui reste sur des sites web, qui ramasse l'information, qui les ramène localement. Surtout, à cette époque-là, l'accès haute vitesse n'était pas tout à fait là, souvent. Donc, si tout est local, c'est facile, ça va vite pour aller consulter l'information. Donc, tu avais un intérêt vers RSS, t'intérêt aussi faire du screen scraping pour ramasser des nouvelles, principalement, j'imagine, qui t'intéressait. C'est ça. Puis, tu avais développé ton premier produit, parce que tu as fait un lecteur RSS. Donc, ta compagnie D2Soft offre un lecteur RSS qui s'appelle News Interceptor. Donc, tu as bâti un premier produit, comme ça, une version 1 ou une version 0.9 peut-être de ce produit-là. Puis, donc, tu t'intéressais justement à tout ce qui était RSS à ce niveau-là. Oui, ben en fait, moi ce qui m'a vraiment donné le goût d'en apprendre plus sur le RSS, là, à partir de la version qu'on pourrait dire 2.0, qui est vraiment la version où on avait une description de la nouvelle beaucoup plus évoluée qu'avant. Avant ça, on avait souvent le titre seulement de la nouvelle, puis un lien vers la source originale. Donc, profitons juste de cet instant-ci pour le gap. On est en début des années 2000.91. Comment on se rend à RSS 2.0? 2.0, en fait, c'est pas compliqué. Il y a une autre version intermédiaire entre les deux, qui est la version 1.0, qui a été développée par un groupe de développeurs là, qui ont décidé de mettre à jour le format RSS. Par contre, ce qui est arrivé, c'est qu'ils sont revenus avec le concept basé sur le RDF, qui était encore une fois assez compliqué pour le développeur ou le webmaster un petit peu dans sa cave, là, c'est-à-dire la personne qui a pas trop de notion de qu'est-ce que c'est un RDF. Donc, je pense qu'à partir de là, la version 2 est venue en 2002, puis elle a vraiment corrigé Puis le fameux Dave Winner, lui, il la supportait pas là. Donc lui, il a décidé de les bypasser maintenant en disant je sors RSS 2.0. Puis la version 1 puis la version 2.0, c'est deux choses
totalement différent. Absolument. Puis je dirais que la version 1 est pratiquement pas utilisée de nos jours. Les dernières statistiques montraient que la version 2 légèrement plus utilisée que la version 0.91, mais c'est encore ces deux versions-là qui sont les majoritaires. Quand je lis des choses sur certains sites web où est-ce qu'ils disent RSS Atom, c'est quoi ça? Bon, le format Atom, ça c'est un autre format qui est sorti récemment. Ça fait pas très longtemps qu'il est sur le marché. Là, c'est un petit peu suite à 2002. Ce format-là offre encore plus de flexibilité au niveau de l'information qu'un RSS peut contenir. Par contre, c'est un format qui est beaucoup moins utilisé. On peut l'utiliser, les sites principaux qui l'utilisent, c'est Google, bien sûr. Il y a Google, il y a Blogger. Tous les sites de Blogger utilisaient le format Atom. Donc, c'est un format intéressant, mais beaucoup moins supporté même encore aujourd'hui. Parce que, veux pas, quand tu définis un format, il y a toujours des gens qui voudraient avoir certaines extensibilités, certaines capacités, puis là, à un moment donné, ils ont joué ça, ils ont dit c'est ça, puis il y a des gens qui étaient insatisfaits, donc ils ont parti un groupe en disant on va en créer une autre norme, donc on va appeler ça Atom, puis on va se retrouver, finalement, ce qui est bizarre, c'est qu'RSS, même si ça prend de l'ampleur, c'est rien, c'est pas quelque chose qui était gelé. Souvent, ces sites web, les gens, ce qu'ils font, ils disent, j'ai mon 91, je supporte la version 2, je supporte la version Atom. Il y a pas d'organisme qui chapeaute. C'est vraiment la standard, communauté ouais. qui a... Oui, effectivement, c'est vraiment des licences ouvertes. Les développeurs vont décider un jour de faire une mise à jour, mais en réalité, les principaux formats restent pratiquement les mêmes. Là. À quelque chose près que la version 2 peut offrir beaucoup de flexibilité par rapport aux autres versions. On peut ajouter des extensions via namespace, là, donc peut-être les développeurs XML vont être plus au courant là, du fonctionnement, mais donc c'est vraiment intéressant pour apporter, par exemple, le meilleur exemple c'est Apple avec ses iTunes qui inclut des tags spéciaux pour son logiciel, puis c'est toujours dans les lois, dans les règles de la syntaxe du RSS. Là, tu viens de faire un petit saut quantique, puis on va juste en profiter. Ouais. Tu dis iTunes. Donc là, dans la dernière année, ou dans la dernière année et demie, Apple voulait être capable de pouvoir aller chercher des podcasts, puis des podcasts comme Visual Studio Talk Show, comment on les publie, la façon la plus standard, c'est en publiant en format RSS. Exact. On fait quand même un site web, si vous venez sur Visual Studio, vous avez un site web, mais nos abonnés, principalement, on en a plusieurs centaines, nous autres, ils viennent avec leur lecteur une fois par jour, une fois par semaine, vérifier, y a-dessus une nouvelle émission qui a été publiée. Puis, principalement, c'est comme ça que les gens savent comment venir chercher les émissions de Visual Studio Talk Show. Même chose pour les podcasts. Donc, iTunes a décidé de prendre le format RSS puis de l'étendre pour rajouter l'information qu'il y avait besoin, les autres pour donner, par exemple, le nom des podcasts. Il y avait aussi une connotation musique pour iTunes. Donc, ils voulaient étendre puis supporter ça. Ça prend un lien vers le fichier audio. Entre autres, mais c'est ça. Ce qui est intéressant, ce que Dave Winner a fait avec la version 2 de RSS, c'est le facteur majeur qu'il a rajouté. Donc, l'élément majeur, c'est le enclosure tag qu'on appelle, qui est, dans le fond, qui permet d'attacher un fichier, peu importe que ce soit un fichier audio, par exemple, pour les podcasts, ou que ce soit une vidéo, une image, ou, par exemple, un fichier PowerPoint. Donc, c'est vraiment la flexibilité, puis c'est là que c'est intéressant pour les RSS, d'offrir plus que des nouvelles. Okay, on peut commencer à penser à inclure des fichiers, par exemple, de calendrier pour des événements sur un site web, etc. Donc, toutes les possibilités sont là grâce à ce tag-là. Je vais faire une petite anecdote. Nous, Guy, Eric, moi, il faut qu'on se coordonne. Hein, quand est-ce qu'on enregistre ces choses-là? Puis, il faut définir c'est quoi le calendrier de l'année. Donc, moi, je publie en RSS le calendrier, puis l'enclosure que je mets, c'est un petit fichier VCF que tu peux draguer directement dans ton Outlook, qui te fait automatiquement une inscription dans une entrée dans ton calendrier Outlook. Puis ça permet à Guy et à Eric de rapidement se dire on est en enregistrement à telle date. Puis aussi, dès qu'il y a un changement, ben le RSS leur dit oups, il a été changé, ils peuvent faire les changements. Donc c'est une petite application qu'on s'est fait nous maison là parce qu'on avait un petit problème de calendrier, puis on voulait pas commencer à se mettre en place toute une infrastructure parce qu'on sait qu'on aurait pu avoir un portail faire ça, mais RSS, c'était simple, ça allait vite, donc on a pris cette approche-là, c'est une petite anecdote comme ça, mais de plus en plus de gens voient la capacité de faire ça, puis la première domaine où ce qu'on a vu ça, c'est
les podcasts, entre autres. Puis je pense que c'est pour ça aussi que c'était le nom par défaut là pour les tout ce qui est audio, le podcast là. C'est vraiment ce qui a donné un gros boom au niveau du RSS là dans les dernières années là avec tout ce qui est audio blog, les weblogs, donc les blogs là, qui sont beaucoup les gens vont par exemple avoir un journal sur internet, vont remplir quotidiennement leur information, que ce soit par texte ou par audio. Puis il y a un marché incroyable pour ce genre de choses. Le blog a été l'explosion du RSS. Absolument. Oui. Donc, si on va continuer un peu sur la technique avant de parler des bénéfices puis pourquoi c'est important les RSS. Techniquement, quand on veut publier RSS, là, c'est un fichier XML. Absolument, c'est un fichier XML, donc c'est un fichier texte. Ça peut pas être plus simple que ça. On parle pas d'une technologie là qui évolue beaucoup depuis 1997. Donc, c'est un fichier texte. L'important, c'est la syntaxe qui est basée sur l'XML 1.0. Puis, au lieu d'avoir l'extension HTML, donc c'est pas un fichier HTML, c'est souvent un fichier qui va à l'extension .xml. Oui. Puis, très souvent, pour les sites web, parce qu'on a de plus en plus on en a de plus en plus quand même. Originalement, on avait une syndication et souvent les gens l'appelaient RSS.xml. Puis ils le mettaient dans le root directement du site. Puis là, tu étais capable d'avoir justement ce qui était nouveau au niveau du site. De ça change parce que de plus en plus, les gens voient qu'ils peuvent faire autre chose que juste publier qu'est-ce qui est nouveau sur leur site. Mais ce qu'il faut faire à ce moment-là, quand tu as un serveur web, il faut juste que lui sache que les fichiers XML, il supporte tout ça. S'il ne supporte pas, tu peux directement dans ton par exemple AIS ou ton Apache pouvoir dire regarde des fichiers XML, c'est aussi quelque chose que je peux publier sur un site web. Puis à partir de ça, bingo, tu fais mettre le fichier XML, il est disponible. Dans sa plus simple formule, un fichier RSS, c'est carrément un fichier texte que vous mettez sur votre site, votre serveur web. Donc ça, il y a pas plus simple que ça. Après ça, il y a bien sûr les RSS qui sont générés dynamiquement. Donc, ce qui est beaucoup plus intéressant pour la plupart des développeurs, c'est de générer en fonction du contenu de son serveur ou de son site web. Donc si on a un gestionnaire de contenu, par exemple, pour gérer le contenu du site, on pourrait générer automatiquement notre fichier RSS. Oui, puis la plupart des sites fonctionnent comme de cette façon-là. C'est quand même assez rare un fichier vraiment texte sur un serveur pour ce qui est des RSS. Qu'on édite à la main. Avec Notepad. Avec Notepad, oui. Mais ça se fait très bien. Mais reste que technologiquement, c'est juste ça. C'est un fichier texte qui contient des tags XML à l'intérieur. Puis les tags ont une sémantique ou en tout cas une structure très précise. C'est ça, les RSS carrément définissent une syntaxe. Donc, il s'agit de rester dans les règles de syntaxe. Puis, tous les lecteurs RSS vont pouvoir lire le RSS. Là, tu viens de parler de quelque chose d'important. Si c'est juste un fichier qu'on dépose sur un serveur, pour vraiment être capable de pouvoir tirer parti des RSS, on prend pas juste notre navigateur puis aller le pointer sur la page RSS parce qu'un navigateur web, ça va pas chercher l'information. Ben, ça va chercher l'information, mais une seule fois, puis c'est toi, humainement, faut que tu cliques. Mais on peut le faire. Si on prend notre Internet Explorer, puis on va sur une page RSS.xml, on va voir le fichier XML direct. Sous forme de code. Sous forme de code. Exactement. Puis la différence, c'est que maintenant, à partir de IE version 7, produit qui n'existe pas encore, mais quand il va sortir, lui, il va être un peu plus intelligent, puis il va te montrer les fichiers RSS avec un format... Ouais, formaté pour que ça soit beau à voir. Là. Ouais. Puis on va reparler de ça, de qu'est-ce qui s'en vient avec IE 7. Mais aujourd'hui, avec IE 6, tu vois le fichier XML direct. Juste ça, c'est passé. Donc, ce que les gens sont commencés à se faire, c'est des petits logiciels qui, vous autres, vont automatiquement aller pigner, aller voir à toutes les heures, à toutes les 2 heures, tous les jours, y a-t-il quelque chose de nouveau sur la page, sur le fichier XML? C'est ce qu'on appelle des agrégateurs. Ouais. Ou souvent des lecteurs. Des lecteurs ou agrégateurs, tous les termes sont bons. Ouais. Donc, ces lecteurs-là, il y en a plusieurs, hein? Il y en a pas juste un. Oui. Au début, il y en avait quelques-uns. Mais principalement, là, il y en a plusieurs. Donc, ta compagnie, comme on disait, News Interceptor, c'est un lecteur RSS. Si on donne quelques exemples d'autres lecteurs pour les gens. Un très connu, on peut parler de FeedDemon, qui est très connu. Faut pas oublier aussi qu'il y a 2 types de lecteurs. On a le lecteur qui est client, c'est-à-dire qui est installé sur l'ordinateur de l'usager. Puis on a le lecteur qui est en ligne, donc qui se lie via un site web en ligne. Donc, ce qu'on appelle des online readers. OK. Donc, commençons par regarder nos clients. Quel est l'avantage d'avoir un lecteur client RSS? Personnellement, moi, je préfère un lecteur client pour plusieurs raisons. Entre autres, la vitesse. Page web, c'est jamais aussi vite que d'avoir l'information sur son poste. Il y a aussi tout ce qui est l'interface, c'est beaucoup plus...
on peut dire customizable, là, c'est-à-dire qu'on peut modifier les Plus paramètres. riche, habituellement. Oui, Ouais. actuellement, Plus on a beaucoup convivial, de, hein. exact, on a beaucoup d'options, là, qui nous ont offertes. C'est les Puis principales. l'application est disponible offline. Aussi. Oui, ça, c'est une autre très, très importante. Puis peut-être une autre raison, pour moi, n'est pas négligeable. Si tu as eu l'information localement, tu peux la garder ad vitam aeternam. Puis on sait que Tu peux faire des recherches. tu peux faire des recherches, retrouver, tandis que si c'est sur si c'est en ligne, online, ben là, c'est l'hébergeur qui décide à un moment donné que lui, ils vont te donner un espace 10, mais ils t'en donnent pas là des centaines et des centaines de gigabytes là. Mhm. Puis l'importation, exportation, tout ça doit être pas toujours facile. En général, c'est quand même assez facile parce que on pourra en parler tantôt, mais on a un autre format de fichiers qui s'appelle les OPML qui permettent l'échange des sources RSS. Donc souvent, on peut passer d'un lecteur RSS à un autre via cette option. Ben, à l'origine, là, les OPML, ça a été créé pour ça. C'est que les gens avaient, il y avait des nouveaux lecteurs, puis on disait, ben, je voudrais changer, je voudrais prendre celui-là. Mais là, tous les sites où tu t'étais abonné, si je comprends bien, Oui. ben là, fallait que tu retournes, te réabonner, puis tu savais que dans le fameux logiciel que tu utilisais, ben lui, il les avait, donc on disait, on pourrait-tu ressortir cette liste-là, puis c'est là qu'on a créé le fameux format OPML. OPML, c'est ça. Qui veut dire quoi? OPML, c'est un Outline Processor Markup Language. Au départ, encore une fois, c'est Dave Winner qui a eu Toujours la même personne, brillante hein. idée. Hein. Lui, il voulait définir un format qui permettait de regrouper des concepts. Donc, à la base, le RSS a été peut-être la principale utilisation, c'est-à-dire qu'on peut regrouper sous forme de catégories. Par exemple, si vous avez des RSS d'informatique, des RSS d'actualité, bon, ben vous allez pouvoir les regrouper sous forme d'arborescence. Puis après ça, les importer dans vos lecteurs RSS pour les lire facilement. C'est ça qui est intéressant, là. Ce que tu es en train de dire, c'est que c'est pas juste pour échanger la liste de nos sites web. À la base, c'était une façon de structurer, d'organiser de l'information sous forme hiérarchique. Absolument. Oui, c'est la raison principale du format. D'où le mot c'est ça. outline, qui veut Outline. dire des hiérarchies. Là. Hiérarchie, exact. On peut prendre. Pas une bonne C'est- traduction. c'est- parce que- Mais c'est le concept en arrière du outline. Est-ce qu'on est capable d'avoir aussi l'information, le contenu et tout ça, ou c'est juste vraiment pour Non. la liste? C'est-à-dire pour ce qui est du OPML utilisé pour les RSS, c'est seulement une liste de noms et d'URL. Donc c'est le nom, par exemple, de votre source RSS pointant vers un lien. Puis pour les gens qui s'intéressent à tout ce qui est classification, structuration d'informations, qui est un dada de Dave Winner, depuis 2 ans, lui, il fait toute la promotion d'utiliser OPML pour pas juste transférer, mais pour structurer puis transférer d'autres types d'informations. Puis si vous tapez Dave Winner, vous allez sur son blog, vous allez voir, il parle beaucoup, il y a même des applications open source qui ont été créées pour faire plus que juste transférer des listes de blogs. Mais à l'origine, le premier besoin que les gens sont servis d'OPML, c'est pour transférer les inscriptions qu'il y avait à des serveurs vers... D'un lecteur à l'autre. Tout à fait. Mm-hmm. T'as parlé, on pouvait avoir un lecteur client, mais on peut avoir aussi un lecteur online. C'est-à-dire que, de la même façon que le courrier électronique, tu peux avoir un gros Outlook lourd sur ton PC. Tu peux aussi avoir l'équivalent de ton mail en ligne avec Hotmail ou Google. Il y a la même approche aussi du côté des RSS. Oui, c'est le même concept. Dans les principaux joueurs, on a le Bloglines qui est un des très gros lecteurs en ligne. Mais il y a des nouveaux joueurs depuis quelques années. On parle de Yahoo, Google aussi qui offre maintenant les possibilités de lire en ligne sur RSS. Donc NewsGator aussi. NewsGator aussi c'est un gros joueur. Donc c'est tous des services qui sont offerts aux gens, principalement peut-être ceux qui se déplacent beaucoup, qui aiment avoir leurs nouvelles au bureau et à la maison. Pourquoi aller en ligne? Toi, Guy, je sais que tu utilises Blogline. Oui. Donc, pourquoi aller en ligne plutôt que d'avoir son lecteur local? C'est quoi le gros différentiel? C'est quoi la grosse différence entre les deux produits? C'est sûr que la principale, c'est pour les utilisateurs qui se déplacent. Ça, c'est vraiment un atout, donc de pouvoir accéder à RSS de n'importe où. Donc, tu es au bureau en train de travailler, tu vas sur ton site web, tu es capable de marquer que tu as lu telle chose. Quand tu arrives à la maison le soir, à partir de ton ordinateur à la maison, tu retournes sur le site web, ce que tu avais marqué, lui, il est déjà marqué. Tandis que sinon, il faudrait que tu trouves un mécanisme quelconque de synchronisation entre ton lecteur du bureau, ton lecteur de la maison. Ouais. Puis si tu as plus que 2 ordinateurs parce que tu es souvent un voyageur, donc il y a une clientèle que les autres voyaient l'intérêt de dire « Hey, je vais ramener ça, centraliser sur un serveur. » Centraliser. Si tu te déplaces beaucoup là d'un poste à l'autre, là, c'est un gros désavantage. Désavantage, c'est que
ben, tu peux pas indexer tout ça, ça réside sur un serveur externe. Donc, évidemment, il y a des désavantages à ça. Je sais que NewsGator, eux, offraient à l'origine la version web, mais ce qu'ils ont fait, parce que maintenant, le produit Feed Diamond fait partie aussi de la suite des produits NewsGator, ce qui t'offre aussi, c'est de dire, ben, si tu prends notre abonnement, nous, on va même resynchroniser localement avec ton client riche, si on peut appeler ça, dire ça de cette façon-là. Donc là, on vient de parler qu'il y a deux types de lecteurs, les lecteurs clients riches, les lecteurs web. On a parlé que techniquement, c'est des fichiers XML. Mais la grosse question, c'est pourquoi c'est important les RSS? Globalement, c'est quoi les avantages, les bénéfices de ça? Je pense que la principale raison que je dirais pourquoi qu'un RSS c'est aussi important, c'est parce que c'est l'utilisateur qui a le contrôle. On sait que les emails ont longtemps été le contrôle du l'éditeur. Donc les gens recevaient des courriels, des centaines de courriels, puis on sait ce que ça donne aujourd'hui. On est spammé sans arrêt. Le RSS amène une nouvelle notion où c'est l'utilisateur qui peut déterminer lui-même ce qu'il veut avoir comme information. Donc, il peut s'abonner à certains RSS, il peut laisser faire certains autres sources. Puis, de cette façon-là, il y a vraiment le contrôle. Puis, c'est toujours de l'information que l'éditeur peut mettre en ligne simplement. Puis, sans avoir besoin d'une grosse logistique, les utilisateurs vont être tous informés de façon adéquate. C'est l'utilisateur qui décide à quel rythme il va revalider sur la fameuse site web s'il y a eu un rafraîchissement. Par défaut, les lecteurs souvent vont dire 2 heures. Puis on sait que c'est une mauvaise pratique, mais il y a des gens qui pourraient même dire vas-y aux 5 minutes vérifier. Oh ouais. Il y a les serveurs web, c'est pas sûr qui aimeraient ça, là, mais. Ouais, ça amène un problème de bandwidth, là, de bande passante. Puis je sais que toi, tu t'intéressais à ce problème-là de bande passante. Puis il y a un des produits que tu as développé dans ta compagnie, outre un lecteur, tu as développé quelque chose qui est plus du côté serveur qui s'appelle RSS Cache. Ouais, RSS Cache, en fait, je pourrais dire que c'est une évolution par rapport à News Interceptor 1. Ce que j'ai fait, c'est que moi, au départ, avec News Interceptor 1, c'était un logiciel fermé. Donc, les gens se créaient un compte, choisissaient dans une liste de sites toutes les nouvelles qu'ils voulaient avoir. Puis ensuite, quand ils se connectaient dans l'application, ils recevaient les nouvelles. Puis moi, je retournais seulement les nouvelles que l'utilisateur avait pas reçues. Quand j'ai vu le potentiel du RSS en tant que tel, du format RSS, j'ai décidé de mettre à jour mon logiciel qui commençait à être vraiment trop dur à maintenir quand on est rendu avec 700 sites custom qu'on parse à la main, puis à chaque jour, il y en a 10 qui tombent parce que le look a changé. Bon, un moment donné, j'ai décidé de faire une séparation, c'est-à-dire essayer de trouver une façon d'offrir un petit peu le même concept pour sauver la bande passante, c'est-à-dire envoyer seulement les nouvelles que l'utilisateur a pas reçues. Puis, d'un autre côté, avoir un lecteur qui pouvait faire cette corrélation-là entre les deux. Donc, je suis tombé sur l'idée du concept d'RSS Cache, c'est-à-dire de seulement faire parvenir à l'utilisateur les nouvelles qu'il a pas reçues. Parce qu'on sait qu'un RSS, à la base, à chaque fois qu'on fait un pull sur le serveur, on va chercher tout le fichier. Donc, s'il y a 200 items, puis tu avais déjà toi été chercher les 199 autres, tu vas recevoir les 200 items. Tu vas aller rechercher les 200 items. Puis ça, c'est sûr que les RSS au départ, c'est pas été un protocole qui a été pensé vraiment pour avoir des millions d'utilisateurs qui se connectent sur le fichier en question. Donc c'est vraiment juste un format, mais pas un protocole de communication. Tu veux dire au début c'était juste Dave Winner et ses amis. Ouais, exactement. On peut quasiment dire ça. Donc c'est sûr que les RSS c'est très intéressant parce que c'est simple. Par contre, un problème important que les RSS amènent, c'est du transport inutile d'informations. Puis ça, on peut pas vraiment rien faire parce que les spécifications du RSS permettent pas rien par lui-même. Ouais, de contourner le problème. Non, on peut pas contourner le problème. On peut pas contourner le problème. Puis là, toi, ta solution, t'as un site qui s'appelle RSS Cache où tu vas essentiellement, pour le bénéfice des utilisateurs, cacher l'information puis leur retourner juste les items qui ont pas reçu la dernière fois, donc utiliser beaucoup moins de bande passante. Oui, ben c'est ça. En fait, moi, ce que je fais avec RSS Cache, c'est qu'au lieu de retourner tout le fichier quand l'utilisateur me demande j'ai telle source, envoie-moi toutes les nouvelles qui ont été produites par la source. Au lieu de vraiment envoyer les 10 sources, j'envoie seulement les sources que l'utilisateur, les nouvelles que l'utilisateur n'a pas vues depuis sa dernière connexion. Donc, si l'utilisateur a reçu les nouvelles de 1 à 9, puis, lors de sa première, son premier hit sur le serveur, après ça, au deuxième hit, je lui retourne seulement la source
9 ou 10, en fait, la Là, dernière on va sauce. juste rentrer un petit peu dans la technique parce que moi, je suis curieux, mais je suis sûr que nos auditeurs aussi. Comment tu différencies, premièrement, que c'est le même utilisateur qui revient te voir? C'est quoi tes critères pour dire l'adresse IP? Ouais, c'est sûr que l'adresse IP, c'est un des critères principaux. Bon, j'utilise une technique avec les agents, donc le nom du agent. Ça me permet à la base d'éliminer 95% des erreurs. Donc, même si on est derrière un proxy dans une entreprise, le taux d'être vraiment l'adresse IP avec le même agent est quand même très bas. Donc, en général, c'est une solution qui va être très rapide à implanter puis qui marche vraiment bien. Si jamais on est vraiment en arrière d'un firewall puis il y a trop de risques d'avoir les mêmes informations. Vous êtes 15 personnes dans la compagnie puis donc tout le monde va avoir la même adresse IP, la même le adresse, c'est agent, ça. Donc dans ce cas-là, j'offre la possibilité aussi d'utiliser un GUID qui va identifier chaque lecteur. Puis ça, c'est toujours de l'information qui est passée dans l'URL. Donc c'est vraiment simple pour que ce soit un webmaster ou que ce soit un utilisateur de configurer lui-même. Donc il n'y a pas de programmation à faire là-dedans. Donc un avantage ici, c'est que si par exemple j'ai une bande passante là, qui est très faible, par exemple je suis avec modem, un modem téléphonique standard, ben là j'économise la bande passante. Donc mon expérience d'aller lire des RSS est beaucoup plus rapide. Oui, parce que souvent ce qu'on peut remarquer sur un serveur un serveur qui publie un RSS, c'est que 95% de sa bande passante, c'est de la bande passante perdue parce que le lecteur l'avait déjà lu à la base. Donc, ce 95% de bande passante-là qu'on utilise à des fins un petit peu inutiles pourrait être réparti sur des centaines d'autres utilisateurs. Donc, je pense que c'est le concept en arrière d'RSS Cache. Donc, il y a des avantages du côté client. Donc, moi, oui. en tant que je veux lire de l'information RSS, mais aussi, si je comprends bien, il y a des avantages aussi du côté serveur. C'est prêt, oui, puis je pense que là où on va vraiment avoir une grosse différence, c'est au niveau serveur, parce que c'est sûr qu'au niveau client, on économise un certain pourcentage de bande passante, surtout quand on peut comparer avec les BitTorrent de nos jours. Ben, je sais que tu me donnais cet exemple-là quand avant de commencer l'entrevue, on avait une discussion justement sur l'impact du côté serveur, puis tu nous disais que avec ton service RSS Cache, tu pouvais par exemple dire ben voici pour un contenu qui aurait pris 10 gigaoctets. Moi, avec RSS Cache, finalement, ça me demande juste 800 MB. Donc, tu sais, c'est moins de 10% de la bande passante que toi, tu utilises au lieu d'utiliser, donc pour, mettons, comme tu disais, 10 gigs, mais c'est même pas 1 gig que tu as besoin, toi, c'est 800 MB. Donc, absolument. Puis, je pense que c'est quand on voit des exemples réels qu'on réalise que les RSS, bien que c'est un format très intéressant et très facile à utiliser, le désavantage principal, c'est beaucoup au niveau du bandwidth qu'on va perdre. Puis présentement, on s'en rend peut-être moins compte parce que les RSS c'est encore un petit peu plus geek dans le sens que c'est pas la plupart des usagers savent même pas c'est quoi ça veut dire un RSS présentement, mais avec la version de IE7 qui va arriver, là, tout le monde va le savoir. Tout le monde va tomber sur le RSS, puis s'abonner à un RSS va être aussi simple que s'abonner à un favori, c'est-à-dire prendre un site en favori. Donc là, on va tomber vraiment dans le mainstream, c'est-à-dire que n'importe qui va lire des RSS, va attaquer les serveurs, puis possiblement avoir des DOS attaques. Si vous êtes rendu avec 1 million de lecteurs qui lit votre RSS... DOS voulait en dire Denial of Service. Mais c'est pas un denial. C'est essentiellement que le serveur il va dire, ben là, j'ai trop de monde qui va va surcharger. C'est ça, il va surcharger d'une certaine façon. Donc, parlons-en d'IE7. Tu viens de lancer le mot. Puis c'est grave parce que moi, j'ai déjà lu quelque part qu'il y a moins de 1% des gens qui utilisent RSS en général. Aujourd'hui, présentement, oui. Moi, si je parle d'RSS à ma belle-mère, mon beau-père, ils comprennent pas c'est quoi. Mais dans IE7, donc il y a un produit bêta aujourd'hui, donc on a pu voir qu'est-ce que le produit va avoir l'air. Moi, je l'utilise journalièrement, Guy aussi. Oui. Je pense, jamais que toi aussi t'as fait des tests puis des essais, même avec IE7. Oui. Donc tout le monde qui s'intéresse à la plateforme RSS ont été voir comment IE7 supportait ça, parce qu'on pense que ça va avoir un impact majeur. Puis IE7 va sortir quelque part dans les prochains 6 mois. En tout cas avec Vista. Vista va sortir à l'automne sûrement en prochain. 2006. Donc, on sait que Vista, on parle déjà, c'est quoi, 500 millions de machines qui vont être vendues dans l'année prochaine, qui vont avoir IE7 dessus. Les matantes, les mononcles, tout le monde ne connaisse pas vraiment ça, RSS, mais là, ils vont prendre leur IE. Puis comme tu as dit, ça va être très simple de s'abonner parce que ce qui se passe maintenant avec IE, dès qu'il y a une page RSS sur le site,
Un lien. il va le détecter, puis il va avoir un petit icône qui va se mettre qui va passer du gris au orange. Ouais, le petit icône orange, là. Mhm. Donc, la convention, ça a été de dire, ça va être une petite icône orange qui va dire, il y a un RSS, puis on va voir apparaître ça dans notre barre de commande, dans notre IE. Puis qu'est-ce que les gens doivent faire, là, quand ils vont voir ça? Ils font juste cliquer dessus? Oui, ben c'est ça. En fait, dans IE7, présentement, il y a 2 étapes. La première fois, c'est quand on clique dessus, on voit le contenu, on voit l'information du RSS sur lequel on peut s'abonner. Puis si l'utilisateur juge que c'est intéressant, il va pouvoir cliquer une deuxième fois, puis cette fois-là, s'abonner officiellement au contenu du RSS, donc au RSS. Le scénario d'utilisation, c'est que les gens présument que tu vas pouvoir regarder ce que ça a l'air avant de dire « je m'abonne ». Exactement, oui, parce que faudrait pas non plus s'abonner à n'importe quoi. Maintenant, ça devient dur à gérer aussi d'avoir 200 RSS dans sa liste. Donc, ce qui est intéressant par rapport à IE6, c'est que la première fois, quand on va cliquer sur le lien RSS, c'est qu'au lieu de voir du XML, on va voir le XML, mais présenté là de façon lisible pour le commun des mortels. Puis, là, ce qu'on va voir apparaître dans le haut de la page, une barre de commande spéciale qui va te permettre de pouvoir trier par date, par titre, qui va te permettre aussi, s'il y a des catégories, de pouvoir trier par catégorie, et surtout de pouvoir dire, je veux voir juste ce qui est nouveau. Ils vont te montrer ce qui est nouveau, puis donc, tu vas pouvoir aisément filtrer. Ce que ça va te permettre, c'est filtrer pour voir juste qu'est-ce qui t'intéresse. Par exemple, juste les nouveaux items que tu as été chercher. Outre le fait que tu vas pouvoir t'abonner comme ça, IE7 va donner aussi des fonctionnalités de gestion de tous ces abonnements-là. Comment ça va se passer? Si on regarde un petit peu plus du côté technique, là, IE7, quand on s'abonne à un nouveau RSS, ce qui arrive, c'est que il y a maintenant le Windows RSS Platform qui va gérer toute la liste des RSS auxquels tu t'abonnes. Donc, si moi je m'abonne à un RSS, Windows garde une copie de cette information-là dans son OS, puis ensuite, il y aurait la possibilité de synchroniser cette information-là avec d'autres applications, pas juste avec IE, mais bien sûr, ça pourrait être un lecteur RSS ou même Outlook. Les possibilités sont sans fin. Tu amènes un point là qui est assez majeur. Hein? Ce qu'on comprend, c'est que il y a deux parties. IE est un peu comme juste la façade visuelle, mais il va utiliser des services qui vont devenir partie prenante du système d'exploitation. Tu as appelé ça le RSS Platform? Oui, le Windows RSS Platform. C'est un API local. Là. Oui, c'est local. En fait, le terme pour ce qui est de la liste comme tel, c'est le Common Feed List. Donc ça, c'est vraiment l'operating system qui garde une copie de toutes les sources. C'est ça. Il y a rien qui est sauvegardé sur un serveur central de Microsoft. Là. Donc, on peut faire un peu un parallèle. Tu sais, quand tu as un système d'exploitation, tu as des fichiers. On peut être capable de... tu as des répertoires, capable de dire, donne-moi la liste des répertoires que j'ai, ouvre-moi un fichier. Ces systèmes d'exploitation qui fournissent ces fonctionnalités-là. Là, eux, ce qu'ils disent, c'est, nous, on va ramener ça dans le système d'exploitation directement, une plateforme où on va te permettre de pouvoir, quand tu vas t'abonner, à travers un produit qui pourrait être IE, mais eux autres, ils vont fournir ça sous forme de service, c'est-à-dire n'importe quel produit, Outlook ou n'importe quel autre agrégateur, pourrait te dire, je veux m'abonner, puis il va venir ajouter ça directement dans la liste, puis ça devient un contenu... Une liste centrale. Une liste centrale. C'est une liste centrale, puis ce qui est intéressant, c'est que c'est sauvegardé dans notre profil. Donc, si on est 4 personnes à utiliser l'ordinateur, les 4 personnes vont avoir chacun leur profil de RSS. Cette plateforme-là, elle offre, c'est une chose, la liste centrale, mais elle offre plus que ça. Quels sont les autres services pour les développeurs, parce que c'est vraiment des services de développeurs qu'on parle. On va revenir à IE7, parce qu'IE7, il va utiliser ces services-là. Donc, c'est quoi les services qu'elle offre, la plateforme? C'est ça. Pour un développeur qui est intéressé par les RSS, ce qui est intéressant avec la plateforme de Microsoft, c'est de pouvoir, aussitôt que l'utilisateur s'abonne à une nouvelle source, par exemple, c'est de détecter le nouvel RSS. Un événement. Événement qui est appelé. Puis dans ce cas-là, on va pouvoir effectuer une opération sur le nouvel RSS ou carrément l'afficher à l'utilisateur si, par exemple, vous faites un lecteur RSS. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que la plateforme, elle va, dès que tu te dis, je m'intéresse à ce site-là, puis tu vas lui dire, je veux que tu ailles le voir toutes les 2 heures, l'OS va s'occuper pour toi d'aller sur le site, d'aller chercher l'information, puis de la ramener localement.
t'as rien à programmer, c'est l'OS maintenant fait ça. Ouais. Puis l'OS garde aussi une copie de tous les fichiers sur le disque dur, donc c'est même pas nécessaire de demander d'aller rafraîchir la source, tout est localement sur le poste. Puis, ce qu'ils font, c'est encore plus puissant que ça, parce qu'en plus d'aller chercher le contenu du RSS, tu as parlé tout à l'heure qu'on pouvait aussi avoir des enclosures, c'est-à-dire des fichiers attachés dans le RSS. Ils vont aller le chercher automatiquement et le ramener localement, sans que tu aies rien à faire. Ou est-ce que je me trompe? Oui, non, pis ça, c'est absolument vrai. En autant que l'utilisateur détermine qu'il veut automatiquement télécharger les sources, parce que ça serait facile de se retrouver avec un disque dur plein en une journée. Mais effectivement, il y a la possibilité de télécharger automatiquement les Donc, enclosures. par exemple, avec IE7, tu vas sur notre site Visual Studio Talk Show, tu dis, prends les enclosures, puis ton émission est la nuit, elle va chercher, puis elle le ramène localement, puis tu l'as maintenant localement le fichier MP3 ou WMA. C'est juste le MP3 que je publie pour l'instant, Okay. en enclosure, parce que la norme, je pourrais en mettre plus qu'un, mais les gens voudraient pas en avoir deux versions, là, ils en veulent un seul, puis question de respecter quand même l'utilisation de la bande passante. Mais, outre ça, donc, c'est des services qui est vraiment simple au niveau du système d'exploitation que Microsoft met en place. IE, lui, utilise ces services-là pour fournir une interface usager-utilisateur, pour fournir un lecteur à quelque part. Oui, en fait, c'est plus, je dirais, un gestionnaire de sources. En fait, c'est vraiment, IE est plus pour ajouter des sources, peut-être modifier les propriétés, puis en effacer de sa liste. C'est peut-être la façon la plus facile au départ de s'abonner à des sources. Puis ensuite, l'utilisateur pourrait, par exemple, s'abonner, utiliser un autre lecteur qui utilise la plateforme RSS pour aller chercher ces sources d'informations. Donc, la plupart des programmes RSS, agrégateurs RSS d'aujourd'hui vont devoir être mis à jour dans le futur pour profiter de toute cette plateforme-là. Idéalement, il faudrait. C'est pas sûr que tout le monde va le faire, mais et ça serait bien que tout le monde en voit. Je pense qu'ils vont le faire parce que ce que ça fait, c'est qu'on va démocratiser les RSS. Puis comme je vous dis, les grands-mamans, les grands-papas, là, les gens moins power users, eux, probablement qu'ils vont même jamais chercher un autre lecteur. Ils vont lire leur RSS directement dans IE parce qu'ils vont trouver que c'est assez convivial pour eux comme ça. Puis, comme tu as dit, quand on s'abonne, ça devient comme un autre... on a déjà nos favoris, puis tu as comme une autre section qui sont tes abonnements RSS que tu vas voir dans IE. C'est ça. Puis moi, en tant que power user, je vais vouloir que tous mes logiciels qui sont installés sur mon poste, qui vont chercher des RSS, des différents feeds RSS, que tout ça soit synchronisé, là, parce que je vais vouloir les voir d'une application à l'autre, là. Tout à fait. Peut-être je peux donner un exemple d'une utilisation potentielle. Si, par exemple, on s'abonne à un site qui offre des images en fichier téléchargeable en enclosure, on pourrait avoir une application qui affiche de façon automatisée toutes les images, les nouvelles images reçues. Donc, ça pourrait carrément être une application externe autre que IE là, qui fait ça. Donc, toutes les possibilités sont là de cette façon. Tu veux dire avoir un fond d'écran qui rafraîchit à chaque demi-heure? Non, ça serait possible. Je vais vous donner un exemple ben niaiseuse. Apprendre quelque chose de nouveau sur une classe du framework.net. T'as quelqu'un qui pourrait dire, moi, tous les jours, je vais publier un nouveau wallpaper que dans le fond, tu vas avoir une information sur cette classe-là, à quoi elle sert. Donc, tous les jours, t'as une nouvelle classe, on dit c'est quoi que c'est, puis là, sur 365 jours, t'apprends de plus en plus le fameux... Mario, j'ai d'autres idées au niveau de wallpaper qui sont pas mal plus intéressantes. Mais c'est un projet intéressant pour toi qui te cherches la job. Mais, ceux qui s'intéressent à tout ce qui est très payant, donc pas ce qui est pour les développeurs, mais on parle des 3 lettres, là, S, X, il y a vraiment un potentiel peut-être pour... autre chose que transférer des images pour les développeurs. En parlant de développeurs, si un développeur là, voulait commencer à s'intéresser à RSS, à aller lire des feeds puis tout ça dans une application, où on commencerait? En général, il y a plusieurs sources là, explicatives qu'est-ce qu'un RSS au départ. Mais en tant que programmeur, ce qui serait bien, c'est d'aller lire les spécifications. Donc, aller un petit peu comprendre les formats des fichiers RSS pour pouvoir en programmer. Puis, si vous êtes un utilisateur puis vous voulez carrément apprendre qu'est-ce que c'est un RSS, la façon la plus facile souvent, c'est de télécharger un agrégateur de nouvelles, un logiciel, puis ensuite d'aller visiter des sites qui offrent des RSS là sur. Puis entre autres,
un des expériences qu'on va avoir, c'est pour aller downloader IE7 Beta 2. Parce que si vous downloadez IE7 Beta 2, vous allez avoir maintenant dans votre OS les fameux services qui sont là, puis qui font en sorte que, au lieu d'avoir programmé des lignes et des lignes de code, avec peu de lignes directement en .NET, tu es capable de te faire des applications qui tirent parti de la plateforme RSS. C'est ce que tu nous expliques. Oui, absolument. Puis il y a un exemple intéressant en C# qui est disponible là, sur le site de Microsoft. Donc on pourra l'ajouter. Oui, il y a un autre exemple qui a été publié dernièrement. C'est pour étendre, c'est en Visual Basic pour les programmeurs VB. C'est un exemple qui étend le namespace my, MY. Donc, c'est my.blogs. Et puis, c'est une petite librairie là, que vous downloadez, que vous téléchargez, que vous incluez dans votre programme. Puis, ça encapsule là, toute la poutine là, d'aller chercher les informations RSS. Il y a vraiment une effervescence autour de RSS. Là, le brouhaha augmente. Puis, entre autres, le brouhaha, il est beaucoup causé par une troisième chose que la plateforme RSS va donner, c'est ce qui sont les extensions RSS. Tout à l'heure, on a parlé d'OPML. Je vais faire juste une petite introduction, puis je te donne la parole, Benjamin. Ouais. On a parlé d'OPML qui pourrait être une façon de structurer l'information. Microsoft, ils ont regardé ça et ils se sont dit c'est intéressant, mais au lieu de créer un nouveau standard, un nouveau format, on pourrait-tu le faire directement avec la plateforme RSS? Puis c'est ce que Microsoft sont arrivés, ils ont dit nous, on va favoriser une capacité d'extension pour rajouter des nouveaux tags, mais qui pourrait servir à classer l'information, puis entre autres, Microsoft, eux, ce qui les intéressait, c'était les listes. Parce qu'aujourd'hui, on utilise RSS pour aller chercher des nouvelles informations, mais Microsoft, ils ont dit, on ne pourra pas se servir d'RSS pour aller chercher les 10 meilleurs vendeurs de livres, par exemple, les 10 meilleurs CD, les Amazon de ce monde pourraient publier ça, puis toi, tu voudrais t'abonner, savoir qu'est-ce qui est hot, qu'est-ce qu'il faut que je connaisse, puis essentiellement, c'est une des fonctionnalités que va t'offrir aussi la plateforme, cette capacité-là de pouvoir avoir des extensions, puis de pouvoir, toi, comme programmeur, en créer. Oui, ben en fait, c'est ça. Ben Microsoft a ajouté leur propre extension au format RSS, c'est-à-dire pour effectivement supporter les listes, parce que le problème avec les RSS, présentement, tel qu'on les connaît, il n'y a pas la notion de liste. Donc, c'est toujours une notion habituellement basée sur des dates. Donc, par exemple, une liste de nouvelles, les anciennes nouvelles sont effacées de la liste, les nouvelles sont ajoutées. Par contre, si vous aviez, par exemple, un site sur Amazon qui publie sa liste des 10 meilleurs vendeurs, ça devient difficile pour les lecteurs RSS de savoir est-ce qu'il y a eu un déplacement, est-ce qu'il y a eu un nouvel ajout, un autre qui a été effacé. Le standard le prévoit pas, présentement. Présentement, il n'y a rien qui permet ça. Donc, Microsoft se sont rendus compte du problème, puis ils ont déterminé une nouvelle extension qui permettrait d'aller ajouter des nouveaux tags dans le fichier pour déterminer est-ce que c'est une liste ou pas. Donc ces extensions-là respectent quand même le standard RSS. Oui, absolument, parce que donc ils se font pas tomber dessus. Ils se font pas tomber. Ou ils se font quand même tomber dessus parce que dès qu'on parle du mot Microsoft et standard ensemble, il y a toujours des gens pour. Il y a des gens qui croient pas que Microsoft font vraiment des choses ouvertes. Mais reste que. Ok, c'est un autre discours. Les modifications les nouvelles entrées, les extensions qui ont été ajoutées, proposées par Microsoft, ils respectent toujours le standard du Creative Commons, donc la licence qui gère les RSS. Donc Microsoft peut pas s'approprier le format, c'est pas possible. Comment la communauté a réagi? Dave Winner, est-ce qu'il est content? Ou? Ben en fait, le travail a été fait ensemble, c'est-à-dire ils sont allés chercher l'autorisation de Dave Winner pour faire ça. Donc, ça a pris plusieurs itérations avant de se rendre à la conclusion qu'on a. C'est intéressant. La communauté qui, eux, voient un signe de dollar, sont très heureux parce que ce qu'ils voient, c'est des millions et des millions d'utilisateurs d'RSS qui s'en viennent dans les prochaines années. Donc là, tu sais, quand il y a de l'argent, ou en tout cas beaucoup d'argent, le consensus devient toujours plus facile. Parce que RSS, ça va être quelque chose de gros, puis les développeurs, puis c'est ce qu'on va amener nous autres dans l'émission, les développeurs, vous allez tout à l'heure programmer beaucoup pour faire des RSS, vous allez être engagés pour programmer des choses qui vont être propres à un domaine d'affaires, mais qui vont utiliser RSS, ça va faire partie de votre futur, comme aujourd'hui, programmer des pages ASP.NET, ça fait partie de beaucoup de notre futur, parce que le web est partout. Notre présent, RSS. Pardon? De notre présent. De notre présent. Donc, si je dis que ça va être important pour les développeurs, est-ce qu'il y a d'autres choses dans la plateforme de Microsoft qui vont toucher les développeurs? Oui, en fait, les développeurs vont pouvoir utiliser la nouvelle API de Microsoft qui s'appelle Feeds API. Donc, c'est une librairie qui permet de faire tous les accès nécessaires sur la RSS plateforme. Donc, c'est des nouvelles librairies que Microsoft
met présentement à la disposition en bêta. C'est sûr que ça va évoluer dans les prochaines semaines. Puis, mais il y a déjà des démos disponibles sur Internet. Est-ce que c'est un API qu'on télécharge séparément ou ça vient avec IE 7? En fait, ça vient automatiquement dans IE 7. Quand vous téléchargez l'application, vous allez avoir une copie de toute la librairie sur votre poste. Puis là, ce que Microsoft a annoncé, c'est que, bon, à l'origine, IE 7, c'était pour la plateforme l'OS Vista, qui va être lancée, on parle en 2006, en tout cas pour Noël 2006. Mais ces derniers jours, ils ont aussi annoncé que IE 7, donc la plateforme RSS, va être supportée sur XP R2, la prochaine release de XP, serveur 2003, toutes les versions 64 bits aussi. Donc, ça veut dire que cette plateforme-là, RSS, ça va pas juste être dans le Vista, mais elle va être aussi, un peu comme les WinFX, donc ça va être aussi pour les systèmes d'exploitation clients qui vont traîner pour les prochaines années. Donc, on peut penser que si on se préoccupe à développer en utilisant la plateforme RSS, on va être capable de supporter à peu près tous les postes clients d'ici les 24 prochains mois, là. Ouais, absolument. Je pense que Microsoft a compris l'utilité des RSS dans le système d'exploitation, puis il permet de le rendre disponible dans presque tous ses produits là, les plus récents. C'est sûr qu'ils ne supporteront pas 98, 2000, mais regarde, à un moment donné, là, c'est derrière nous. C'est le système d'exploitation. Ils sont plus supportés de toute façon. En terminant, est-ce que il y a un livre, un site web que tu aimerais recommander à nos auditeurs? Donc, on a dit qu'on mettrait des liens pour ceux qui voudraient développer puis partir, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait annoncer ou dire à nos auditeurs? En fait, au niveau des livres, c'est sûr qu'il y a quelques livres intéressants sur le développement RSS. Donc, on peut aller voir les livres Rux qui nous offrent les fameux livres rouges. Les fameux livres rouges. Donc ça, c'est une possibilité. C'est sûr que moi personnellement, j'ai jamais eu à m'acheter un livre sur le RSS comme tel. Il y a trop d'informations dans le domaine public. Il y a suffisamment d'informations. Ouais. Puis quelqu'un qui connaît le format XML aura pas de problème à se débrouiller. De toute façon, t'es né dedans quasiment. Là. Ça fait des années que tu travailles avec. C'est certain. Mais même aujourd'hui, c'est assez simple de ça amène à un autre point. Si vous êtes un développeur puis que vous êtes vraiment pas familier avec XML, courez, allez vous acheter un livre sur XML, apprenez ce que c'est XML parce que là, vous pouvez plus ignorer ça parce que RSS va vous forcer à développer en XML. Tu sais, il y a des développeurs qui disent moi XML, gars, je travaille toujours avec des BD. Donc c'est important, c'est de connaître audio.net puis non, oubliez ça là, il y a du XML qui vient dans votre futur. Donc en tout cas, petit conseil de Mario, vous en faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, je pense que c'est important que vous vous familiarisez avec XML. Donc, pour revenir à nos moutons, tu nous disais que on peut sur les sites web, certains sites web avoir de l'information? Oui, en fait, sur les comme je disais, il y a les sites de spécification des formats qui est très intéressant à lire pour quelqu'un qui connaît le format XML puis qui a un Notepad. Ça va être suffisant pour partir. Mais ensuite, vous pouvez aller voir peut-être les sites un petit peu plus avancés là de Microsoft, là, MSDN, là, voir qu'est-ce qu'ils proposent avec le nouveau IE 7. Puis là, ils sortent à tous les jours, en tout cas toutes les semaines, de plus en plus de samples qui montrent comment utiliser ça parce que Microsoft veulent faire la promotion de leur plateforme RSS forcément. Oui, donc allez chercher, faites une recherche, par exemple, si vous êtes développeur VB là sur my.blogs pour aller downloader, télécharger les librairies. Écoute, Benjamin, c'était bien plaisant. Nous, on va passer à la chronique Tout le monde en blog de Eric. La chronique Tout le monde en blog avec Eric Côté. Eric, qu'est-ce qui s'est passé du côté GUVSM dernièrement? Alors, il y a eu une merveilleuse conférence cette semaine avec deux conférenciers. Frédéric Simard, d'abord, qui est venu parler d'interface usagée et d'ergonomie. Et par la suite, on a eu Jean-Pierre Polonovski qui est venu parler d'une librairie de programmation qui s'appelle CodeObject, qui est là pour étendre les fonctionnalités de Visual Studio. Et il a donc parlé du produit et des fonctionnalités qui pouvaient aider les développeurs à produire du code plus rapidement, faire du refactoring. Puis il a aussi montré comment il a fait pour monter, si je pourrais dire, cette librairie-là avec en utilisant des packages. Plutôt que des add-ins. Qu'est-ce qui s'en vient? Donc, la prochaine réunion du GUVSM va avoir lieu le 14 mars et nous allons avoir un conférencier de l'extérieur des États-Unis. Ouais. Nous allons avoir le merveilleux Stephen Forte,
qui est un des Regional Directors de New York. Exact. Il va venir parler de XML et SQL Server 2005. Puis Stephen Forte, il est pas plate. Hein? Oh non, il est pas Il plate. tient l'auditoire réveillé. Ouais, d'ailleurs, tiens, comme disait un de mes amis, il est fort. Il porte bien son nom. D'ailleurs, peut-être... Oh. Peut-être une petite plug pour ceux qui voudraient connaître un peu plus Stephen Forte. Il a été invité il y a 2 ou 3 semaines au .NET Rock, qui est l'équivalent du Visual Studio Talk Show, mais en anglais. Mm-hmm. On devrait peut-être plus dire que nous, on est équivalent de .NET Rock, parce que son auditoire est un peu plus vaste que le nôtre. Soyons humbles. Mais il a fait une émission sur l'outsourcing très intéressante. C'est vraiment intéressant comme émission. En même temps, ça vous donnerait un peu l'aperçu de qui est le personnage. Ouais. Donc, n'hésitez pas, venez nous voir le 14 mars. C'est un mardi en passant, là, pour les habitués là, du groupe d'usagers Visual Studio Montréal. Exceptionnellement. C'est un mardi, donc faire attention. En mars aussi, c'est le mois d'une présentation d'architecture. Ouais, puis je Le pense que c'est lundi quelqu'un qu'on connaît, je pense. Ouais, c'est quelqu'un qui a de la belle gueule. Là. Ouais. Donc, c'est moi qui va être conférencier. Ouais, est-ce que tu veux parler de ta conférence? T'es supposé de venir parler de comment créer des équipes remarquables avec Visual Studio Team System? Alors, je vais vous expliquer ça simplement. Ce que je veux expliquer aux gens, c'est quand on développe, on est tous familiers avec le concept d'être dans la zone. C'est-à-dire, tu sais, maintenant, au programme, on est vraiment dedans, puis on est seul au monde. Là. On est dans notre code, on fait un avec la machine. Donc, on est un peu comme dans un nirvana quand on est vraiment dans la zone. Mais moi, ce que je veux expliquer au monde, c'est qu'il y a moyen aussi de créer des équipes où est-ce que là, c'est toute l'équipe qui est dans la zone. Donc, comment on fait ça? Mais il y a des choses, il y a des principes à mettre en place. Puis, entre autres, il y a moyen peut-être de modéliser ou configurer. Il y a moyen de configurer adéquatement notre Visual Studio Team System pour favoriser que toute l'équipe soit dans la zone. Donc, c'est de ça que je vais parler dans ma conférence. Est-ce que ça prend il faut boire quelque chose de spécial ou fumer quelque chose de spécial pour être dans cette zone-là? Ben, ce qui était intéressant, c'est que les gens qui ont participé dans un projet où est-ce que l'équipe était dans la zone, ils passent le restant de leur vie à voir retravailler dans un projet. Tu sais, quand un projet zoné. On a tous connu un projet où est-ce que tu sais, il y avait un momentum, toute l'équipe. Puis on veut ça comme développeur. C'est trop trippant. Puis c'est trop malheureusement, ça arrive pas trop souvent dans nos vies. Donc, mais il y a peut-être moyen, en tout cas, puis c'est une conférence qui va s'adresser pas juste aux développeurs, mais aussi aux gestionnaires, aux gens qui sont plus des architectes sur comment. Donc ça, c'est le 20 mars. Oui. Éric. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité ces temps-ci? Alors, 4 petites nouvelles. D'abord, finalement, les rumeurs avaient eu raison. Office 12 est finalement nommé Office 2007. Ça donne une idée dans quelle année ils vont sortir le produit. En 2006. Ils veulent toujours le sortir en même temps que le lancement de Windows Vista. Mais faudra voir. Là. Faut préciser que Microsoft, la façon qu'ils nomment les produits, l'année fiscale de Microsoft commence au hasard d'après les noms de produits, je dirais. Non. C'est que l'année fiscale de Microsoft commence au mois de juin ou juillet, là, quelque chose comme ça. Donc, ils commencent une nouvelle année vraiment en juillet, par exemple. Donc, tous les produits qui sortent normalement au début de l'année fiscale, donc dans les 6 premiers mois. L'année suivante, là, finalement. Donc, ouais. À part pour Visual Studio 2005. Ouais, puis SQL, ça a été une grosse exception. Mais je pense parce que Microsoft a un peu plus de difficulté à stabiliser leurs produits. D'ailleurs, parlant de sortir des produits, Windows Vista a sorti un nouveau CTP. Naturellement, on avait beaucoup parlé qu'il allait sortir peut-être un bêta 2 de Windows Vista. Et finalement, l'équipe s'est révisée, a décidé de sortir plutôt des séries de CTP. Ce qui est spécial avec le CTP sorti aujourd'hui, c'est le premier CTP. Pour ceux qui ne savent pas, CTP, c'est pour Community Technical Preview. Et celui d'aujourd'hui est spécial parce que c'est le premier Vista Feature Complete, c'est-à-dire toutes les fonctionnalités sont supposées d'être là, incluant exactement le fameux sidebar qu'on attend déjà depuis belle lurette. Et bien là, Microsoft l'ont inclus directement. Et l'aspect visuel avec Aero puis Glass? D'après ce que j'ai pu lire, ça c'est resté relativement stable. Il n'y a pas eu beaucoup de changements de ce côté-là. Ça veut dire que certaines personnes, certains aventureux qui vont laisser enlever leur XP puis se mettre vraiment maintenant en Vista. Ben là aujourd'hui c'est le CTP Feature Complete. Eux ils le considèrent comme une sorte de bêta entre guillemets parce que c'est pas un vrai bêta, il est pas testé autant, mais ils le sortent pour vraiment le donner en preview aux entreprises. Ils vont vraiment beaucoup le pousser avec des CD qui vont être envoyés dans plusieurs entreprises. Et probablement le mois prochain ou le mois qui suit, le prochain CTP, ça va être un CTP qu'ils ont appelé Customer entre guillemets. Donc tous ceux qui ont demandé à Microsoft d'être sur leur liste pour recevoir des bêtas, un bêta 2, eh ben ils vont recevoir justement ce CTP là.
Puis ça va vraiment être un des premiers produits que là, beaucoup de gens vont commencer à Exactement. mettre, Beaucoup de clients vont le tester et vérifier l'expérience de Windows Vista avec ce CTP-là. Et beaucoup de gens disent que là, on commence à arriver, si je pourrais dire, au dernier mille. N'empêche qu'il y a beaucoup de gens qui disent exactement le contraire, qui disent que le fait que le CTP a pris autant de temps à sortir, parce que ce CTP-là, Feature Complete, était supposé sortir depuis le mois de décembre, beaucoup de gens prétendent que probablement le produit ne pourra pas sortir d'ici le Noël 2007. Mais On va prendre encore des gageurs. mais voilà. C'est pas moi qui le dis, mais il y a des gens qui le disent. Parlant de retardement, il y a une petite nouvelle parce qu'on a parlé beaucoup de jeux dans les derniers mois. Donc sur le PlayStation, t'as une petite nouvelle que tu veux annoncer. Exactement. Le PlayStation 3 pourrait être retardé tout simplement parce que beaucoup de composantes que Sony veut intégrer dans le PlayStation sont tout simplement pas nécessairement prêtes. Exemple, ils veulent utiliser un lecteur Blu-ray pour les DVD et la technologie elle est disponible, elle est juste un peu trop chère, puis ça concorderait pas avec la sortie. Il y a des rumeurs qui sortent que chacune des consoles de jeu, si elle sortait aujourd'hui, coûterait environ 900$ à produire. Une des nouvelles parce qu'on a parlé de la RSS, mais on a mis un peu en sourdine le fait que les blogs, c'est une des applications RSS les plus utilisées. Hein? C'est l'explosion du RSS. Puis, une des choses qu'on n'a pas dit, c'est que les gens, pour publier des blogs, il y a beaucoup de serveurs ou de technologies serveurs qui permettent de publier des blogs. Dans le monde.net, un des premiers produits, c'était le fameux .text, Ouais. qui est devenu Community Server. Ouais. Puis, une des nouvelles que tu as, Eric, c'est lié à ça. Exactement. Community Server 2.0 est sorti récemment par la compagnie Intelligent, qui est une des compagnies fondées par Rob Howard, un des anciens de l'équipe ASP.net. Mm-hmm. Voilà, j'aimerais bien que peut-être un jour notre site web soit hébergé Notre là-dessus. expertise va être hébergée sur Community Server 1.0. On va voir. En fait, la partie des blogs là est sur Community Server, le restant est sur .NET Nuke. Moi, une chose que je voulais juste aussi dire, c'est, on a oublié d'en parler il y a peut-être 2-3 semaines, les Enterprise Library pour oui. .NET 2.0 est sorti, est disponible, donc ceux qui Qui prend avantage de plein de nouvelles choses là, qui est dans le Framework 2. As-tu eu la chance de jeter un coup d'œil dessus, Mario? Oui, ben moi, je suis en train de jeter un coup d'œil plus sur Object Builder, qui est tout un framework pour faire des dependency injection, donc je suis vraiment... C'est comme on ouvre le cadavre, on regarde à l'intérieur, mais j'ai pas à l'utiliser. Dans le projet que je devais faire, je devais Object utiliser... Builder, est-ce que ça fait partie de Enterprise Library? Oui, mais c'est comme un peu comme une API parce qu'il est utilisé dans beaucoup d'autres blocs par le groupe Pattern and Practices. Puis une de mes présentations, je vais faire à DevT, je vais te parler de ça. Donc là, je suis en train de vraiment me familiariser avec ça. Benjamin, vraiment, moi, j'ai adoré tes interventions aujourd'hui parce que j'espère que ça va donner l'eau à la bouche. Ouais, puis de démystifier un petit peu c'est quoi RSS, là. Puis, donc, donner l'eau à la bouche aux développeurs de commencer, si c'est pas déjà fait, à regarder comment on peut programmer RSS. Pas seulement utiliser, mais aussi programmer, ouais. Ouais, parce que c'est vraiment... Absolument. Si vous avez juste un site qui contient le minimum de nouvelles ou juste des press releases ou peu importe, déjà vous avez un but d'utiliser la RSS, donc la question se pose même pas. Puis comme je disais, nous autres on l'utilisait juste pour publier des calendriers. Puis avec la plateforme, publier des calendriers, vous faites ça 25 lignes de code, un petit programme qui est capable de faire ça, puis vous pouvez même faire un petit add-in qui vient dans votre Outlook, qui prend vos calendriers et qui les envoie. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Puis peut-être un des points qu'on n'a pas dit, mais qui sera non négligeable, pourquoi Microsoft ils veulent vraiment pousser les listes, c'est que ils ont un produit, eux autres, Office Server avec SharePoint, qui gère des listes, puis ils voulaient intégrer ça, puis faut s'attendre que le fameux Office 2007 va tirer parti de RSS tout azimut, hein. Donc, on va déjà chez Microsoft, la RSS c'est dans pratiquement tous les produits, là, c'est leur nouvelle mentalité là, d'inclure les RSS aussitôt que c'est possible. Comme toujours, sont tard à intégrer ces technologies-là, mais quand ils les intègrent, là, ils les améliorent. Oui. Avant de terminer, on va parler du tirage. Donc, on rappelle aux gens qu'ils peuvent aller sur notre page web, s'inscrire, puis là, il faut qu'ils donnent un mot-clé. Donc, quel va être notre mot-clé aujourd'hui? Comme par hasard, ça va être 3 lettres. Oui, donc ce sera pas un mot ben dur. Donc, Benjamin, est-ce que tu peux dire quel va être le mot-clé pour nos auditeurs? On pourrait essayer RSS, par exemple. Ah, quelle excellente idée!
Donc, vous venez vous inscrire, vous allez pouvoir participer au tirage pour un abonnement d'un an à la revue Extreme. Levelextreme.net. Puis aussi être éligible pour gagner une inscription à DevTeach. Ouais. Notre prochaine émission, on va rencontrer Martin Plante, puis on va parler justement du vécu d'un développeur qui travaille à développer une librairie donc chez Exceed ça va être vraiment intéressant. Exceed, c'est une compagnie locale qui est à Montréal, qui développe des outils, des grilles, des composants. C'est utilisé partout dans le monde. Là. C'est vraiment un success story. Puis d'ailleurs, j'utilise Exceed moi-même dans mes News Interceptor. Donc... Un client satisfait. Exactement. C'est une très bonne librairie que je recommande. On termine l'émission, mais ça serait bien aussi de dire à nos auditeurs que avec notre invité, on va faire un screencast pour présenter, parce que de plus en plus avec les émissions de Visual Studio Talk Show, on met aussi des screencasts pour démontrer. Ouais, quand c'est possible, là, quand il y a un aspect visuel. Donc on veut montrer entre autres un lecteur RSS, on va profiter pour présenter News Interceptor. Mm-hmm. On veut montrer IA7 pour ceux qui ne seraient pas familiers. Donc on va avoir un screencast. On va montrer Bloglines là. Donc venez chercher, puis en quelques minutes ça vous donne le visuel de qu'est-ce que c'est, puis ça vient compléter l'émission. Oui, donc le lien est sur la page du site. Visual Studio Talk Show.